Bonjour et bienvenue chez Alpharmers dans cette vidéo où l'on va essayer ensemble de maîtriser les principaux composants de Splunk. Splunk possède une architecture assez simple composée de trois principaux composants. On a des forwarders, des indexeurs et des search aids. C'est une architecture assez simple comme vous pouvez le voir. Commençons tout d'abord par les forwarders. Les forwarders représentent tout simplement des petits agents de Splunk qui vont pouvoir être dispatchés au niveau des serveurs et des machines les plus importantes pour nous et qu'on souhaite, donc tout simplement, ou dont on souhaite analyser le trafic, mais aussi les différents logs, que ce soit réseau, système ou encore applicatif. Ces agents vont pouvoir nous permettre de récupérer ces différents logs, de pouvoir les structurer et de les envoyer à l'indexeur de Splunk. Ces agents, on peut les utiliser ou on peut utiliser donc de manière traditionnelle. Les agents, donc c'est-à-dire c'est des petits fichiers qu'on appelle Universal Forwarder, donc ces petits fichiers qu'on va installer ou des packages sous Linux et qui vont nous permettre de structurer notre approche, donc de forwarding des logs. Il y a aussi une deuxième approche qui consiste à pouvoir tout simplement utiliser donc d'autres approches natives de transfert de logs, comme le fait d'utiliser du syslog de manière assez traditionnelle. Il faut savoir aussi que les instances d'agents ou ce qu'on va appeler les universal forwarders ou les forwarders de manière plus simple ne vont pas consommer beaucoup de ressources. Généralement, c'est beaucoup moins que 2% de ressources consommées, mais toujours il faudra majorer et prendre en considération 3%, ce qui est assez correct en termes de consommation de ressources. Une fois qu'on a pu récupérer ces différentes informations et qu'on a pu les forwarder au serveur de Splunk, donc là en fait on va considérer que tout simplement on est toujours hors serveur Splunk, donc on n'a pas encore commencé notre processus de traitement des logs, en fait arrive la deuxième phase qu'on va appeler la phase d'indexation. Une fois qu'on a donc récolté ces différentes informations, il faudra les stocker. C'est le rôle de l'indexeur. Donc on peut aussi appeler de l'indexation. L'index ou les index vont pouvoir traiter les données machines en stockant les résultats dans ce qu'on appelle des index. Donc ce stockage va se faire en tant qu'événement permettant une recherche et une analyse rapide. L'index va donc nous permettre d'accéder à des données compressées, faciles à pouvoir exploiter en termes de recherche, mais aussi d'accès. Et bien sûr, on aura des index, d'où le nom d'indexeur. Ces index, quant à eux, pointeront sur les données en brut. On peut prendre en considération le processus d'indexation comme qui suit. Tout d'abord, on a une première phase, c'est la phase d'entrée et de récupération des différents logs au niveau des machines. On va donc aller les récupérer, soit à travers un Universal Forwarder, via une configuration spécifique qui sera mise en place dans un fichier qu'on appellera un fichier inputs.conf. Ou bien on va aussi pouvoir les forwarder de manière beaucoup plus traditionnelle avec du syslog. À partir de là, on va donc forwarder ces différents logs et ils vont arriver donc au niveau du serveur de Splunk où va commencer la phase d'indexation ou la première phase d'indexation. À ce moment-là, donc on a une première phase, on va avoir du parsing de ces logs, donc on va voir s'il y a un traitement qu'on va pouvoir faire pour structurer et formaliser ces différents logs avant de pouvoir proprement les indexer. Donc en quelque sorte, c'est une phase d'analyse et de modification ou de traitement qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle un ETL ou un traitement ETL, c'est pour de l'extract, du transform et du load, c'est-à-dire qu'on va prendre nos logs, on va les analyser pour extraire les champs qui nous intéressent le plus, pour extraire donc une structure ou pour transformer la structure en une structure qui nous sera beaucoup plus adéquate pour notre processus d'analyse. On va ensuite donc transformer s'il y a quelques valeurs à transformer, des formats de date, d'heure ou tout simplement des caractères bien spécifiques pour ensuite les charger, c'est-à-dire ensuite les indexer. Avant de pouvoir les indexer, on va donc passer par ce qu'on appelle la licence meter qui va en fait calculer la totalité, entre autres. Avant de pouvoir les indexer, on va passer en fait par ce qu'on appelle un licence meter. Le licence meter s'occupe à ce moment-là de pouvoir calculer la quantité de logs
qui passe derrière. Et en fait, en calculant la quantité de log, il va pouvoir donc vérifier si derrière on respecte la licence qu'on paye ou pas. Et si on dépasse cette quantité, en fait, on aura un petit warning. Au pire des cas, si on dépasse donc quelquefois le taux ou les logs qui nous sont octroyés, on n'aura que 2 warnings donc au niveau de notre licence. Mais de manière répétitive, cela peut bloquer le processus de recherche. Vient ensuite le rôle de la troisième ou du troisième composant d'une architecture qu'on va appeler le search aid. Le search aid permet aux utilisateurs d'utiliser un langage de recherche pour rechercher les différentes données indexées. Il va aussi distribuer les demandes de recherche des utilisateurs vers un ou plusieurs indexeurs selon l'infrastructure et le mode de déploiement qu'on a choisi. Il va nous permettre aussi de consolider les recherches et extraire les paires donc de valeurs d'un champ depuis les éléments utilisateurs. Sachant que les objets des search aids peuvent être créés pour extraire des champs supplémentaires et transformer les données sans forcément changer les données de l'index. À noter aussi que les search aids fournissent également des outils pour améliorer la recherche tels que les rapports, les tableaux de bord ou encore d'autres visualisations. Sur ce, je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.